Je te vois très bien. C'est bon, ça marche. Mehdi, Oui, oui, oui. on démarre notre webinaire? Allons-y. Allez, on commence. Bien, bonjour à vous pour nous avoir accompagnés pour ce webinaire, donc le 9e cette année, comme on le disait avec nos collègues tout à l'heure. Ce webinaire, donc, ou ce rendez-vous digital est devenu une habitude depuis quelques années, et donc il se consolide et est devenu une référence auprès des entreprises, de nos partenaires, notamment les PME, ou même les TPE ou les grandes entreprises. Donc, ce webinaire est organisé par le groupe Tigelio Fabon, précisément le marché des entreprises, en partenariat avec BPI France. Vous me connaissez, donc vous avez l'habitude de me voir, celles et ceux qui nous suivent. Donc, je suis Kamel Déby. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je ne m'attarde pas sur ce que nous avons dit depuis le début de l'année, depuis d'ailleurs des années. Hein, nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer un rôle conseil et puis surtout de vous amener des expertises sur des sujets qui concernent l'entreprise, sur tout ce qu'elle fait depuis quelques années, depuis bientôt maintenant 2 ou 3 ans, ou 4 ans que les entreprises sont en train de bouger, pour la simple raison que nous sommes rentrés dans une phase depuis le Covid, hein, et pas que, et les entreprises ont pris des trajectoires et donc des sujets sont venus qui étaient pratiquement des sujets vus à la marge et puis stockés quelque part chez les entreprises sont devenus des sujets brûlants depuis quelques années. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un nouveau thème qui est la place de la RSE dans l'entreprise. Euh, je l'ai dit, je l'ai répété, dans un contexte toujours perturbé par la hausse des prix et le niveau d'inflation, même si aujourd'hui les tendances et les annonces qui sont faites un peu partout, même moi j'ai entendu la BCE aussi parler de ce sujet pour dire que finalement on est en train de revenir à des niveaux plus bas et donc avec une stabilisation à horizon 2024. Mais tout ceci n'est pas évidemment sans incidence sur les entreprises. Un niveau d'inflation qui, chez nous, qui est à 6,3 et 3,5 pour une fin 2024. Donc, j'espère que nous allons tenir ces chiffres. Puis après, la croissance. Pourquoi la croissance? Parce qu'elle est intimement liée à ce que fait l'entreprise d'une manière générale. Nous avons eu une croissance très, très molle l'année dernière, 1,3, et donc on espère un niveau à 3,3 cette année, même si ça va être un petit peu obéré, bien sûr, par tout ce que nous avons vécu, notamment le drame, le séisme du 8 septembre au niveau de la région de House. Et j'espère une croissance qui va se maintenir ou un petit peu s'améliorer à 3,6 fin 2024. Et comme vous le savez, et on l'a dit, il y a aussi pour combattre l'inflation, bon, il y a eu malheureusement qui était obligatoire, hein, c'est la hausse des taux directeurs un peu partout, et donc qui ont eu ces effets positifs, mais qui ont quand même entraîné une hausse des taux, notamment pour les entreprises. À peu près 50% des TPME sont des entreprises qui sont en gêne de trésorerie, hein, et donc elles ont quand même subi cette hausse des taux et un peu cette destruction de valeur. Puis il y a un autre indicateur aussi chez nous, qui est vu aussi, c'est l'évolution des crédits. Bon, il est annoncé à 3,7% pardon, pour fin 2003 et 4,4 pour fin 2024. Vous voyez qu'on est sur des chiffres 3,7 qui sont quasiment corrélés à la croissance, alors qu'il y a de ça quelques années, moi je me souviens quand j'étais senior banker, on avait une insolente évolution sur des années à 2 chiffres. Je vous assure que moi j'ai vu sur les crédits des années où on était à 20-25%. Donc on est vraiment revenu à des niveaux, des niveaux où on n'est plus dans l'abondance. Et un dernier critère aussi, c'est les dépôts, parce que les dépôts participent aussi à la croissance et à l'économie, bien sûr. Elles sont quasiment liées. Ça. Chez nous, c'est une évolution de 3,3 pour 2023 et 4,4. C'est quasiment la même chose que les crédits.
Tout ceci, évidemment, dans un environnement qui est un peu compliqué. Chez nous, par exemple, et un peu aussi dans des zones. Bon, nous avons aussi des conditions climatiques qui sont un peu compliquées, même s'il a plu le vendredi dernier. Nous avons quand même des retards de pluie qui inquiètent, au niveau de la campagne agricole, qui a accusé ce retard. Et j'espère qu'il y aura ce rattrapage dans les prochains jours. Et comme je l'ai dit et répété, rappelons que les entreprises sont rentrées dans un cycle de projets. Hein, on parle de la décarbonation, de la taxe carbone qui est rentrée, dont l'entrée en vigueur s'est passée il y a quelques semaines à peine au niveau européen, qui est devenu opérationnel. On parle de la transition énergétique et écologique, qui est devenue la TE, qui est devenue une thématique très, très structurante chez les entreprises, de l'ESG, de la RSE, notre sujet d'aujourd'hui, du digital, de l'intelligence artificielle, qui commence vraiment, c'est un sujet que vous voyez, mais qui commence vraiment à nous envahir, ce sujet, mais aussi des CAPEX. Ce que nous souhaitons, c'est que, comme je l'ai dit tout le temps, la raison d'entreprise, c'est d'entreprendre, et donc c'est d'entreprendre et de, et de, de prendre, d'investir et de lancer des CAPEX qui sont le socle même de la pérennité des entreprises. Alors pourquoi ce sujet d'aujourd'hui, quand je ne parle pas de la RSE, c'est un sujet qui s'est imposé au fil du temps, qui est devenu consonant. On parle de plus en plus de la RSE. Dans tous les sujets, avec les réseaux, avec ce qui se passe, la RSE est devenue un sujet pratiquement, je dirais, quasi quotidien et qui s'est imposé, mais qui est devenu un axe de développement majeur chez l'entreprise, aux côtés, bien sûr, des stratégies portées notamment sur ce que je disais, sur les investissements et sur le développement. Alors, souvenez-vous, moi je le disais tout à l'heure, euh, certains sujets sont devenus, qui étaient traités à la marge, sont devenus des sujets structurants. Par exemple, l'ESG, la RSE, la décarbonation et ainsi de suite. Alors, quelle est la place finalement, la question qu'on se pose, quelle est la place finalement de la RSE dans l'entreprise? Comment a évolué la perception justement de la RSE chez nos entreprises? Parce que comme c'est un sujet qui est là depuis quelques années, des choses se passent au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle est vraiment dans un strat où comment, elle est débutante, experte dans ces sujets et tout ça? C'est très important qu'on ait ce pouls, qu'on ait ce baromètre qui est quand même important. Comment améliorer l'environnement du capital humain et impliquer nos collaborateurs finalement dans la démarche RSE, réduire la consommation, comme on dit, d'énergie ou travailler sur d'autres sujets, améliorer la gestion des déchets, promouvoir l'égalité des chances. Il y a beaucoup de sujets. Soutenir l'économie locale, être vraiment un deep impact au niveau son environnement. Comment intégrer la RSE dans la stratégie même de l'entreprise? Communiquer sur ses actions. Quel est le rôle du top management au niveau de tous ces sujets? Quels sont finalement les défis qui se posent à nous? Je le disais tout à l'heure, quid du management et des moyens. Pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous deux intervenants experts pour nous éclairer sur ce sujet qui est quand même très, très important, vous allez le voir, c'est un sujet qui va se recouper partout, euh, dans tout ce que fait l'entreprise. Nous avons avec nous Clément Damas, qui est responsable de projet développement durable RSE et ESG chez BPI France, et nous avons avec nous Mehdi Gdira, qui est responsable RSE Group au niveau de Tijari Wafa Bank. Comme à l'accoutumée, on va prendre à peu près 30-40 minutes hein, pour les interventions de Clément et de Mehdi. Et puis par la suite, nous allons réserver, je l'espère, l'équivalent du temps un peu plus sur sur l'échange et sur le débat, au dire des experts. Mais sur ce sujet, c'est vos interactions qui vont nourrir un petit peu le débat et l'échange qui, j'espère, va compléter les interventions de Clément et de Mehdi. Sans plus tarder, je donne la main à Clément. Clément, bonjour. Bonjour. Bonjour, tu es responsable du projet développement durable RSE ESG chez BPI France. L'implication et le rôle joué par BPI sur ces sujets n'est plus à présenter. Euh, Vous accompagnez les opérateurs sur ces sujets RSE, ESG, développement durable depuis quelques années.
il y a eu des évolutions, des mutations que nous connaissons, donc qui accentuent davantage la pression sur les entreprises et donc qui mettent au diapason ce sujet de la RSE vraiment ouais, en première ligne. Euh, les projets ne manquent pas et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, Clément. Je réitère mes remerciements et je te cède la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Kamel, en plus pour cette introduction très intéressante, très précise. Tu aurais peut-être dû même intervenir à la place des experts. Pas de problème. Avant de Merci beaucoup. commencer, avant de commencer, je tenais à remercier Attijari Wafa Bank qui nous invite pour ce webinaire et avec qui on est toujours, enfin aux côtés de qui on est toujours très très heureux d'intervenir. Encore plus si c'est des sujets sur la RSE. Peut-être que avant de commencer et en partageant mon support de présentation que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, je voulais commencer par une petite citation. Peut-être que vous devinerez de qui elle est. C'est un prix Nobel économique qui a dit en 1970 que la seule responsabilité qu'avait une entreprise était celle qu'elle avait envers ses actionnaires. Alors c'est Milton Friedman qui a dit ça en 70. Ça peut s'expliquer dans le contexte de l'époque, mais on voit qu'en fait c'est une citation ou c'est une affirmation qui n'a plus du tout sa place aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise a pris une place considérable dans la vie des sociétés aujourd'hui et toutes les parties prenantes qui entourent l'entreprise, que ce soit la société civile, les personnes, les associations, que ce soit le régulateur ou même le financier, toutes ces parties prenantes qui sont autour et qui interagissent avec l'entreprise ont des demandes de plus en plus, on va dire, contraignantes en matière de transparence sur leurs pratiques environnementales et sociales. Et déjà, c'est le premier constat que l'on peut faire. Aujourd'hui, une entreprise, on peut considérer qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de ses parties prenantes directes. Ceci étant dit, l'objectif de ce webinaire, enfin en tout cas pour nous, BPI France, et on va vous donner vraiment le point de vue, on va dire, côté France et Europe, notre objectif, c'est de vous faire comprendre que vous, les entreprises, vous, les entrepreneurs, en fait, vous détenez les clés de la RSE. Selon l'OCDE, 95% des entreprises couvrent 70% des emplois au niveau global. Donc ça montre l'importance que vous avez et c'est pourquoi beaucoup d'institutions financières, dont la nôtre, se considèrent comme la porte d'entrée pour les entreprises sur ces sujets-là. Alors je sais que jusqu'ici, on considérait souvent la RSE comme un surcoût, mais mon but, c'est vraiment de vous montrer que en fait, la RSE, au final, c'est un mode de management. Un mode de management dans lequel on vous demande d'identifier vos risques environnementaux et sociaux, de mettre en place des dispositifs pour les gérer au mieux et d'identifier aussi les impacts positifs que vous pouvez avoir sur des questions sociétales et environnementales et de les maximiser dans la mesure du possible. Donc, il n'y a pas une façon de faire de la RSE. La stratégie RSE d'une entreprise dépend vraiment des spécificités de l'entreprise, son secteur d'activité, sa taille, sa localisation, tout ça. Donc, ceci étant dit, je vais commencer ma présentation. Je vais vous présenter très très rapidement BPI France. Alors, BPI France, qu'est-ce que c'est? C'est la banque publique d'investissement qui est détenue à 50% par l'État et par la Caisse des dépôts. On est un peu le bras armé en fait de l'État dans le soutien et dans l'accompagnement des entreprises françaises. Et ça, peu importe leur taille, mais quand même avec un certain focus sur les PME. Donc, nous, on propose en effet un tas de solutions financières ou non financières pour tout type d'entreprise, de sa création jusqu'à la bourse, donc des TPE jusqu'aux grandes entreprises. Et quels sont
les types de produits ou de services que l'on propose, on intervient énormément sur l'innovation en finançant des programmes de recherche et développement. On intervient aussi beaucoup en garantie, c'est-à-dire quand on garantit des financements qui peuvent être délivrés par d'autres banques, on intervient en fonds propres ou en investissement, c'est-à-dire qu'on va prendre une participation dans certaines entreprises. Alors bien sûr, on fait du financement, du crédit, on fait du financement à l'export aussi, mais là où on a une petite spécificité, même une grosse spécificité par rapport à d'autres établissements banquiers, c'est qu'on propose des services non financiers d'accompagnement. Il faut un peu nous imaginer comme des coachs pour les entreprises. Et du coup, ça peut se traduire par des services d'accompagnement comme des formations un peu poussées ou de l'animation de réseaux d'entreprises, ce genre de choses. Donc, on essaie vraiment d'avoir une intervention 360 pour les différents besoins d'une entreprise, avec bien sûr comme objectif le développement et la pérennité de ces entreprises-là. Juste quelques chiffres concernant notre activité en 2022. Ben, par exemple, on a conseillé 33 000 dirigeants. En 2022, c'était 22 milliards d'euros de financement, 5 milliards d'euros d'investissement, donc de prise de participation. Euh, Soit un total, enfin je ne vais pas passer tous les chiffres en revue, mais soit un total de 120 000 entreprises accompagnées en 2022. C'est vraiment pour vous donner une idée du rôle ou en tout cas de la posture qu'on peut avoir sur le marché français et auprès des entreprises françaises. Maintenant, si je me concentre sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la RSE, je vais peut-être commencer à vous présenter, nous, notre vision, notre approche, notre stratégie en matière de RSE. Euh, Déjà, ce qui est important de noter, c'est que la RSE ou la durabilité, on peut parler de RSE, durabilité, certains parlent de ESG, d'impact, mais au final, on parle sensiblement de la même chose. Donc, comme je disais, ce qui est spécifique à BPI France, c'est que le développement durable est inscrit dans la loi de création de BPI France qui date de 2012. Ça veut dire que c'est vraiment, cela fait partie de notre ADN. Et notre charte de responsabilité sociétale s'articule autour de 4 grands piliers. L'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat féminin, à savoir que on essaie de mettre tout en œuvre pour, pour, heu, pour améliorer, on va dire, la mixité au niveau de l'entrepreneuriat. 3e pilier, c'est la bonne gouvernance, des entreprises que l'on considère comme une garantie de performance pour les entreprises. Et enfin, le 4e pilier, c'est la transition écologique et énergétique des entreprises. Et ça, du coup, je vais pouvoir décliner ces 4 piliers-là dans les slides et les exemples, suivants. Alors maintenant, si on parle de notre, équipe développement durable à laquelle, je fais partie, enfin dans laquelle je travaille depuis, 3 ans, je dirais qu'on travaille un petit peu comme un petit cabinet de conseil, interne. C'est-à-dire que pour tous les différents, besoins, en matière de RSE que l'on peut avoir, que ce soit en interne, auprès de nos directions, de nos métiers, ou en externe, auprès de nos clients, les entreprises, mais aussi auprès de nos partenaires. On fonctionne vraiment comme un petit cabinet de conseil et en soutien. La première grande mission que notre direction a, c'est d'assurer la conformité de BPI France vis-à-vis de la réglementation en matière de RSE. Alors, je sais que selon les régions, les réglementations en matière de RSE sont différentes, mais il y a une observation que je peux faire, c'est que au niveau global, la tendance, c'est que ces obligations-là deviennent toujours plus contraignantes et ont tendance à s'étendre à de plus en plus d'entreprises. Je prends juste l'exemple des obligations en matière de reporting extra-financier. Par exemple, nous, on est soumis, on est soumis à des réglementations qui nous obligent tous les ans
à produire un rapport RSE qui fait état de nos performances en la matière et qui doit être en plus vérifié par des organismes tiers indépendants. Cette réglementation qui est en cours, elle va fortement changer en 2025 avec la réglementation qu'on appelle la CSRD. Et à l'heure actuelle, en Union européenne, on compte plus de 10 000 entreprises qui sont concernées par ces obligations de reporting. Et ben avec la CSRD, l'année prochaine, elles vont passer à 50, voire à 60 000. Et elles ne vont plus concerner que des entreprises de plus de 500 salariés comme aujourd'hui, mais elles vont aussi concerner des entreprises de 250 salariés. Donc ça, c'est vraiment juste pour illustrer cette tendance que je pense que l'on peut voir au niveau global. Les réglementations nous poussent aussi, nous, les établissements financiers, mais aussi les entreprises, à étendre, on va dire, le champ d'action de nos stratégies RSE, de nos différents dispositifs, pas que à l'entreprise, mais aussi à toute la chaîne de valeur, notamment nos fournisseurs. Et là, je fais référence à une réglementation qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui pousse du coup les grandes entreprises à vérifier les pratiques de leurs fournisseurs. Deuxième grande mission de notre direction, c'est d'intervenir en soutien des différents métiers que l'on a dans la banque. Juste pour vous donner des exemples, je vais essayer d'être le plus concret possible, mais par exemple, pour les investisseurs, on a développé ou on a contribué au développement d'un outil de due diligence, d'analyse de risque sur les entreprises à investir, mais que sur des questions ESG. Bah, du coup, à nous de développer cet outil-là pour le mettre entre les mains des investisseurs, par exemple. Au niveau de l'international, ce que l'on est aussi amené à faire, et ce que je suis amené à faire, c'est de parfois organiser des groupes de travail ou échanger avec des partenaires internationaux sur nos pratiques, partager les bonnes pratiques ou les aider à co-créer des dispositifs un petit peu similaires. Donc voilà, je vais pas dérouler tous les métiers, mais l'idée c'est vraiment pour nous d'intervenir sur différents métiers. Et c'est un métier qui est particulièrement intéressant parce qu'on voit beaucoup de choses, on a une vision transversale et il faut être un petit peu un couteau suisse. Troisième volet, qui est un peu plus externe de notre stratégie RSE, c'est vraiment de faire rayonner notre expertise au sein des différents écosystèmes RSE et ESG. Écosystème entreprise, ou ça peut être des associations, etc. Pour ce faire, on contribue aux échanges sur les réglementations qui sont ou qui vont être mises en œuvre. Partage bien sûr de la donnée agrégée. On travaille avec les pouvoirs politiques et publics. On anime des réseaux d'entreprises. On organise aussi pas mal d'événements. Donc, voilà, très très rapidement, une petite slide sur notre équipe, qui n'est pas au complet, mais là, vous avez le directeur Philippe Quinter, de la direction de développement durable de BPI France, et les 4 responsables de projet dont je fais partie. Quelques chiffres clés sur notre performance RSE en 2022. On voit que, par exemple, en 2022, on a contribué ou organisé plus de 100 événements de sensibilisation à la RSE. Et en général, on le fait pour les entreprises. On a sponsorisé ou contribué à 25 guides et études publiées. Et ça, je vous en reparlerai parce que c'est quelque chose que l'on fait, c'est pour les entreprises, produire un maximum de contenu et de ressources qui peuvent les aider. Par exemple, on a récemment fait un guide RSE très pratico-pratique pour les entreprises. On sait très bien que les PME, ou même beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément les ressources, ni le temps, ni l'expertise de se poser les bonnes questions en matière de RSE. Et donc, on a développé ce guide pour aider les entreprises à se poser les bonnes questions. En général, quand on construit, quand on élabore une stratégie RSE, les premières étapes sont se demander qui sont mes parties prenantes clés.
quels sont mes enjeux de développement durable clés? Parce qu'en fonction de son secteur d'activité ou de sa taille, ils seront différents. Selon si vous êtes dans les services ou si vous êtes un industriel, ben, si vous êtes un industriel, vous aurez forcément plus d'enjeux et plus de risques environnementaux ou plus d'enjeux autour de sujets tels que la gestion des déchets ou la gestion de l'eau. Si vous êtes plus une entreprise dans les services, ce sera peut-être plus pour les aspects sociaux et humains. Autre chiffre clé, on a en 2022 sensibilisé près de 1800 entreprises et 40% de nos salariés ont suivi une formation sur le développement durable et la RSE. Alors voilà, c'est là qu'on rentre un peu dans le cœur du réacteur. Je voulais faire un petit focus sur comment BPI France a intégré les critères ESG dans ses activités-là. Déjà, de manière générale, lorsqu'on élabore une stratégie RSE, je pense que c'est important de l'intégrer au maximum dans les activités d'une entreprise. Je dirais qu'il y a 15-20 ans, souvent les directions RSE, on les trouvait euh, adossées à la RH ou à la com. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce sont des sujets qui ont vraiment intégré les activités des entreprises. Parce qu'en fait, la RSE, encore une fois, c'est tellement transversal que ça touche tous les sujets d'une entreprise. Des fonctions support aux activités métiers des entreprises. Et je rajouterais même que dans un monde idéal, il n'y aurait pas de direction RSE et moi, je n'aurais pas de travail, mais ça, c'est pas très, très grave. Donc, pour revenir à comment est-ce que l'on intègre les critères ESG dans nos activités, si on prend l'activité d'investissement, on a par exemple des listes d'exclusion. C'est-à-dire certains secteurs d'activité que l'on refuse dans lesquels on refuse d'investir. En plus de ça, comme je vous ai évoqué en début de webinaire, on a développé un outil d'évaluation ESG à utiliser pour chaque projet d'investissement. Ensuite, cette évaluation, elle est discutée au sein du comité d'investissement, elle est discutée avec le dirigeant d'entreprise pour se mettre d'accord sur les enjeux clés ESG spécifiques à l'entreprise à traiter tout au long de la phase de détention. Et ensuite, cette note ESG est intégrée au pacte d'actionnaires. En sortie, bien sûr, on évalue l'écart qu'il y a sur les performances ESG entre l'entrée et la sortie. Côté financement, comment ça peut se traduire? Écoutez, il y a aussi une évaluation sur les critères RSE qui est conduite, pour l'instant pour des prêts égaux ou supérieurs à 1 million d'euros. Et on a aussi une évaluation obligatoire pour les aides à l'innovation supérieures à 500 000 euros. Donc ça, à la limite, c'est pas très important à retenir dans le détail. Ce qui est important à retenir, c'est que aujourd'hui, dans la plupart des établissements financiers, il y a des dispositifs similaires d'évaluation RSE vis-à-vis de nos contreparties. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que les entreprises qui auront plus facilement accès aux ressources financières sont celles qui ont déjà anticipé ces changements et qui ont donc intégré la RSE au sein de leur entreprise. Attendez, est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je regarde rapidement dans le chat quand même, c'est peut-être intéressant. Il y a deux questions Ah, sur le guide, Clément. Est-ce qu'il est disponible sur le site? C'est la deuxième question qui a été posée par AMT Trading. Y a-t-il un lien entre RSE et QSE? Merci. Donc, il y a deux alors, questions. très rapidement, première question, merci pour la question Ali. Oui, ce guide, il est accessible et il est gratuit sur le site de BPI France. Donc, je partagerai après coup le lien vers les ressources gratuites que l'on propose aux entreprises. Concernant la deuxième question, est-ce qu'il y a un lien avec la RSE et la QSE? Oui.
Oui, oui, oui. Je dirais que toutes les questions liées à la santé et à la sécurité s'intègrent au sujet plus global de la RSE. Mais c'est vrai qu'il arrive très très souvent que dans les entreprises que le responsable RSE soit aussi le responsable QSE. Euh, Alors, une petite slide sur, nous, ce qu'on considère comme les bénéfices, pour une entreprise à élaborer une démarche, RSE. Alors, comme je l'ai dit au début, on a tendance, à croire que ou à associer la RSE avec un surcoût. Je ne vais pas mentir, c'est peut-être, c'est assez vrai, mais j'ai envie de dire que c'est, vrai sur le court terme et que les bénéfices, dépassent, clairement les surcoûts, associés à l'établissement d'une stratégie, RSE. Clairement, ça améliore la marque employeur d'une entreprise, surtout pour, attirer et retenir les talents et ça, c'est quelque chose que l'on observe beaucoup en France. On voit qu'avec les plus jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, on parle souvent de génération Z, mais on voit que ces générations sont beaucoup plus, au fait des questions, sociétales. On parlait d'égalité des chances, de diversité, d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et donc pour attirer, cette génération, il faut en effet faire preuve on va dire d'un comportement, on va dire plus responsable en tant qu'entreprise et c'est aussi un facteur très, très important pour justement retenir, les talents, au sein d'une entreprise. Autre point positif, c'est d'améliorer la performance de l'entreprise et de saisir des nouvelles opportunités d'affaires. Heu, Nous, on se rend compte, enfin, depuis un moment qu'en effet, que la RSE, on a dépassé ce stade où en fait la RSE se cantonne principalement à la gestion de risques. Aujourd'hui, on passe à une étape où on se rend compte que la RSE représente, vraiment des opportunités, d'affaires. Peut-être juste vous donner un exemple. Alors, je ne citerai pas l'entreprise, mais il y a quelque temps, on a travaillé avec une entreprise qui souhaitait financer sa flotte automobile, qui, du coup, des automobiles qui fonctionnaient à l'énergie fossile. Et on a pu faire un financement un petit peu dédié à taux préférentiel, car le client voulait qu'on l'aide à financer une flotte automobile électrique. Et je dirais même que moi, en tant qu'ancien entrepreneur, c'est vrai que j'ai vu que c'était un facteur différenciant dans le cadre de mon activité, de me positionner, sur les sujets, RSE. En gros, pour information, je faisais du conseil, auprès des entreprises. Anticiper les nouvelles réglementations et éviter les couliers, ça, c'est bien vrai. On voit qu'il y a, en ce moment, en tout cas en Europe, qu'il y a un véritable tsunami réglementaire sur les questions ESG. Et nous, notre rôle, à BPI France, c'est aussi, d'accompagner au maximum les entreprises, sur ces questions-là parce qu'on sait que, les entreprises qui ne seront pas prêtes demain, bah, seront celles qui seront, confrontées, à des surcoûts liés à un manque d'adaptation de la réglementation. C'est de prendre le premier consultant, qui arrive, pour se mettre en ligne, c'est, éventuellement se mettre, à risque de payer des pénalités, ou des amendes, ce genre de choses. Hem, Améliorer ses relations, d'affaires et augmenter, ses chances de financement, c'est tout à fait en lien avec, ce que je vous ai, montré un petit peu avant. C'est-à-dire que les établissements financiers, aujourd'hui, sont de plus en plus regardants sur ces aspects-là et on a de plus en plus tendance à intégrer les performances, ESG ou RSE d'une entreprise dans l'appréhension de la performance globale d'une entreprise. Donc vraiment, on arrive à un moment où pour accéder à des ressources financières, bah, il faut un peu, montrer patte blanche. Heu, Gagner en résilience et mieux faire face aux risques d'aujourd'hui et demain.
Alors en tout cas, moi, j'ai pas de chiffres à l'appui malheureusement, mais c'est vrai que par contre, c'est un phénomène que l'on a pu constater, durant la crise, du covid. C'est-à-dire qu'au sortir de la crise, on s'est rendu compte que les entreprises les plus résilientes, étaient aussi les entreprises les plus matures sur les sujets RSE. Et enfin, améliorer son image de marque et en faire un avantage concurrentiel. En effet, le risque d'image, lié à des incidents de RSE de type, je sais pas, pollution, travail forcé, sont vraiment, matériels aujourd'hui pour les entreprises. Donc voilà, bah, écoutez, je vais un peu accélérer parce que je vois que j'ai beaucoup parlé et en fait, je voulais terminer ma présentation en illustrant le parcours fictif qu'une entreprise, peut faire, chez nous, au travers de nos différentes, solutions, RSE et climat. Hem Imaginons que vous êtes une entreprise qui veut d'abord être sensibilisée au sujet de la RSE. Vous pouvez, dans un premier temps, utiliser, les outils, gratuits que l'on met à disposition. Par exemple, l'impactomètre, c'est un petit autodiag, de 15 minutes qui vous permet de dans les grandes lignes bien sûr, d'identifier, les enjeux clés en matière, de RSE, liés à votre entreprise. Le climatomètre, c'est un peu le même principe, mais plus sur les sujets climat. Et aussi, on propose beaucoup de d'e-learning gratuits à l'attention, des entreprises. Donc, vous pouvez faire le e-parcours RSE, ou climat. Ensuite, si l'entreprise, souhaite aller un petit peu plus loin dans la structuration de sa stratégie RSE, là, on va proposer aussi des produits d'accompagnement, donc des produits non financiers. Par exemple, le Diag Ecoflux ou les différents diags que l'on a développés avec, l'Agence, française de l'énergie. Juste un exemple, très, très concret. Par exemple, qu'est-ce que c'est le Diag Ecoflux? En fait, ça permet à une entreprise de faire un diagnostic individuel et spécifique pour analyser ses flux d'énergie, ses flux d'eau, de matières premières ou de déchets, pour mettre en place un plan d'action, d'économie, du coup de gestion de ces ressources-là, qui va permettre à terme de générer de véritables économies, en termes d'argent. Donc on te propose aussi le DIAC Décarbone Action qui est beaucoup plus ciblé sur, on va dire l'empreinte carbone de l'entreprise. Après ces produits-là, si l'entreprise veut encore se renforcer, sur ces questions, elle peut, par exemple souscrire à un DIAG Impact où là en fait, au-delà enfin en plus de travailler sur un sujet spécifique RSE lié à l'entreprise, là, on va vraiment rentrer dans la stratégie même, de l'entreprise. De faire en sorte que les critères RSE intègrent complètement la stratégie, on va dire de l'entreprise. Notamment, on fait ça au travers du Diag Impact, pour identifier, les impacts positifs de l'entreprise et mettre en place un accompagnement, pour les atteindre. On a aussi la mission de conseil stratégie environnement, qui là, typiquement, est une mission de conseil pour repenser la stratégie de l'entreprise. On propose ou on subventionne en partie aussi, le VTE vert. Alors le VTE vert, c'est très, très français, mais c'est une ressource, heu dédiée à ces sujets-là. C'est-à-dire une personne, qui va travailler, 1 an, 2 ans aux côtés, d'un dirigeant ou d'une dirigeante pour l'accompagner sur ces sujets-là. Enfin, il y a la partie accélération, d'une entreprise et dans ce contexte, ben, une entreprise va pouvoir, être accélérée, accéder à des, on va dire à des réseaux, à des formations encore plus poussées, à des communautés aussi, la communauté du coq vert ou voilà donc j'ai essayé de vous présenter un peu, très, très rapidement, le parcours potentiel vers la transition que BPI France propose. Nous, vraiment, ce que l'on propose, c'est un accompagnement 360 et là, je me suis vraiment concentré sur les produits non financiers parce que, bien sûr, il y a des produits financiers, dédiés, hein, enfin, par exemple, le prêt vert, mais c'était vraiment juste pour vous illustrer, cela.
Je suis désolé, j'ai un petit peu Il n'y a trop pas de problème. parlé Non, il n'y a pas de et je vais problème. Il n'y a laisser pas de la problème. parole à Mehdi. Et je vous Il n'y a pas de remercie. problème. Et bien sûr, je suis à votre disposition ou même après, vous pouvez me contacter par mail si vous avez envie d'échanger ou si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup, Clément, pour cette brillante intervention et dans laquelle donc, on comprend parfaitement l'immersion. Et puis ceux qui ont encore un doute que la RSE est un sujet à la marge, ben, je m'adresse aux financiers. On parle aussi de tout ce qui est, efficacité énergétique, de traitement des déchets, et puis les facilities d'une manière générale, et puis la manière de travailler. Et puis on voit un petit peu cette immersion. Et dans le dernier, le slide qui est là, c'est un slide qui résume un petit peu toutes les étapes que peut parcourir du débutant jusqu'à l'expert, hein, où on accompagne Mhm. vraiment l'entreprise sur ce sujet. Je reviendrai auprès de toi parce qu'il y a quand même quelques questions qui sont posées. Je recède la parole à Mehdi. Je reviens chez Mehdi. Mehdi, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Mehdi, merci beaucoup, Mehdi, cher Mehdi, hein. Moi, je me souviens parfaitement de ta brillante participation. Exactement, c'était le 21 juin 2022 sous la thématique aligner performance économique, impact social et environnemental, et dans laquelle je voyais bien que sur ce sujet, en tant qu'expert RSE et responsable RSE du groupe Tijari Wafa Bank, tu nous avais sourcé et je te remercie. Le groupe sur ce sujet, Tijari Wafa Bank, sur le sujet, sur les aspects RSE et tout ça, c'est quelque chose qui ne sont pas à présenter. Et d'ailleurs, félicitations pour le prix, hein, pour cette année, déjà le prix de top employeur de 2023 qui consacre et qui consolide cette trajectoire. Je sais que tu es un passionné, s'il m'a dit, sur ce sujet et toutes les actions et initiatives qui sont rattachées. Et je réitère mes remerciements et je te cède la parole, Mehdi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sikamel. Alors, je vais partager une présentation, si vous voulez bien. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est parfait. Excellent. On voit. Parfait. Donc, je vais essayer de poursuivre sur la brillante intervention de Clément et dont je rejoins tout à fait les remarques, les conclusions et autres. Et donc, en fait, je vais essayer de vous présenter un peu quels sont les intérêts pour une entreprise à adopter une démarche RSE et également parler de la démarche de Tijari Wafa Bank en essayant de vous partager avec vous quelques éléments qui sont spécifiques peut-être au Maroc ou à notre environnement économique. Alors, tout d'abord, pourquoi adopter une démarche RSE? Alors, j'ai divisé cette thématique en deux slides. C'est un peu la métaphore de la carotte et du bâton, si on peut dire, puisqu'il y a à la fois des contraintes qui peuvent pousser une entreprise à adopter une démarche RSE, pardon, mais également un vrai intérêt en termes de rentabilité, un intérêt économique et financier à rentrer à avoir ce type d'approche. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que les entreprises maintenant n'ont plus vraiment d'autres options, si je peux dire, que d'adopter des marchés RSE, qui n'est plus un luxe ou quelque chose d'optionnel. Maintenant, c'est vraiment une contrainte pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les contraintes réglementaires. Il y a donc bien sûr un grand nombre d'exigences réglementaires, qu'elles sont internationales, nationales, parfois sectorielles, mais selon l'activité de l'entreprise, qui poussent les entreprises à adopter des marchés RSE ou qui les incitent fortement dans ce sens afin donc, justement de s'assurer de leur conformité à ces réglementations. On y reviendra un peu plus tard avec des exemples. Mais il y a aussi un côté, business où c'est l'écosystème, puisqu'une entreprise, bien sûr, existe au sein d'un écosystème avec ses fournisseurs, ses clients, ses financiers, donc les banques notamment. Et les accès au marché sont de plus en plus conditionnés à des pratiques RSE, à l'existence de pratiques RSE ou d'une démarche RSE au sein d'entreprises, notamment une pression qui peut s'exercer de la part des clients, puisque vous pouvez avoir des clients, par exemple, même à l'étranger, on peut même envisager le cas de clients internationaux, qui ont des contraintes réglementaires dans leur pays qu'ils doivent répercuter sur leur chaîne de valeur, sur leur fournisseur, et au final, on peut, au Maroc, être concerné par des réglementations américaines, européennes ou autres, comme par exemple le cas de la taxe carbone de l'Union européenne, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières,
qui va nous toucher directement, qui commence déjà. Donc, c'est une taxe carbone qui, à ce jour, concerne 6 secteurs d'activité. Donc, je pense que vous connaissez tous, qui sont le fer, l'aluminium, le ciment, l'électricité, l'hydrogène, les engrais. Donc, il y a un vrai enjeu pour le Maroc. Mais en tout cas, les entreprises européennes devront commencer à mesurer en fait systématiquement donc leur empreinte carbone et donc par définition celle de leurs fournisseurs. Puisque l'empreinte carbone d'une entreprise, c'est à la fois les émissions de gaz à effet de serre qu'elle génère directement, mais également les émissions à effet de serre causées par ses fournisseurs lors du processus de fabrication des produits ou services qui sont vendus à l'entreprise dont on parle, et également donc ce qui est fait de l'usage de ces produits par la suite en aval chez ses clients et même en bout de chaîne la gestion des déchets éventuellement ou des résidus, qu'est-ce qui reste d'un produit après son cycle de vie, qui est également donc imputé aux émissions d'une entreprise qui produit ces biens. Enfin, il y a également donc la question, ça rejoint la question climatique, mais il y a par exemple donc la question des accords de Paris, qui datent de 2015, auxquels on souscrit le Maroc, et donc nous avons des engagements nationaux, un engagement national de réduction des émissions à effet de serre qui est décliné en politique sectorielle. Donc il y a déjà une orientation à savoir par secteur d'activité quels sont les objectifs de réduction et éventuellement quels sont les axes d'action, les leviers d'action qui permettent de réduire ces émissions. Et donc, cet engagement étant national, il va se répercuter sur l'ensemble des entreprises du pays. Donc là, comme vous voyez, sont plutôt l'aspect contraignant, mais je vous rassure, on arrivera bientôt à des choses plus enthousiasmantes et plus motivantes pour des raisons positives, si on peut dire, d'adopter une démarche RSE. Comment faire? Alors, il y a donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est une démarche progressive, donc qui est par incrément. Aucune entreprise ne déploie une démarche RSE du jour au lendemain. Donc, pour les entreprises qui sont au début de ce chemin ou qui n'ont pas encore entamé, je voudrais vous rassurer, personne n'attend de vous, que ce soit donc les régulateurs, etc., ou tous les autres acteurs de votre écosystème, que vous puissiez tout de suite, du jour au lendemain, avoir une démarche RSE complète qui aborde l'ensemble des thématiques, et ainsi de suite. Les démarches RSE aussi ne sont pas identiques selon les secteurs, la taille de l'entreprise, la géographie et d'autres facteurs. Et donc, il n'y a pas une taille pour tous, si on peut dire. Les enjeux de la RSE sont limités en nombre. On les connaît, les enjeux environnementaux, sociaux et ainsi de suite, gouvernance, donc c'est le fameux ESG, mais qui est aussi décliné donc, en sous-thématiques. Cependant, les enjeux matériels qui concernent vraiment l'activité d'une entreprise, eux, sont très spécifiques justement à celle-ci et aux facteurs que j'ai mentionnés un peu plus tôt. D'où l'importance en fait d'identifier les enjeux principaux de votre entreprise. Déjà leur famille, est-ce que c'est plutôt des enjeux environnementaux, sociaux, d'émissions carbone, donc climatiques, et aussi donc l'identification de ces enjeux, notamment à travers l'échange avec les parties prenantes. Donc, qui est une notion vraiment très importante en RSE et qui apporte de la valeur à l'entreprise. Je pense que Clément l'a mentionné plus tôt. Mais donc, ces échanges avec les parties prenantes et l'identification des enjeux, c'est vraiment le socle, la base d'une démarche RSE pertinente qui respecte les bonnes pratiques. Et donc, c'est par là qu'il faut commencer. Pour vous aider, il y a de nombreux référentiels ou ressources. Par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, je peux citer la norme ISO 26000, qui est une norme donc, qui décrit les enjeux, les thématiques RSE, qui les présente sous la forme de 7 questions centrales, il me semble. Que ce soit 7, 6, 8, c'est pas vraiment là le sujet, mais la question, l'important, c'est que tous les sujets fondamentaux soient pris en compte. Donc cette norme ISO 26000 peut servir de base pour structurer une démarche. C'est celle que nous avons utilisée d'ailleurs, mais il y a d'autres référentiels que vous pouvez utiliser. Et il y a également toute une série d'outils qui sont mis à disposition de l'entreprise, par exemple par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, par la CGEM, et ainsi de suite, et toute une autre série d'organisations publiques ou privées qui accompagnent les entreprises dans une démarche RSE ou en leur mettant à disposition des outils gratuitement, et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne la démarche RSE de TGA Wafarock, donc qui est basée sur la norme ISO 26000, nous avons choisi de la concevoir ou de la décliner en fait en 4 axes et 10 engagements. Encore une fois, c'est une démarche RSE qui correspond à notre secteur d'activité, donc banque, secteur financier, à notre taille d'entreprise,
puisque nous sommes quand même un assez grand groupe, et également donc, à notre géographie, puisque donc, nous opérons sur tout le continent et même au-delà, mais avec un fort focus donc, sur le Maroc et les pays africains. Donc le premier axe de notre politique RSE concerne en fait le développement économique et l'inclusion financière. Donc il s'agit de permettre à tous l'accès aux services bancaires et financiers, quel que soit le territoire. Par exemple, on sait que, par exemple, au Maroc, il y a un nœud économique, si on peut dire, qui part, c'est la fameuse zone El Jadida Kenitra, donc pour prendre au sens large. Mais il s'agit d'offrir, donc c'est de mettre à disposition les services de la banque sur tout le territoire et s'assurer qu'une personne qui vit dans une région peut-être reculée, moins accessible, puisse quand même bénéficier de ces services, mais à travers, par exemple, la digitalisation, qui est vraiment un levier de généralisation de nos prestations, de nos services. Et bien sûr, donc, établir une relation durable et de confiance avec les clients, puisque la relation avec les clients, dans tous les secteurs, quel que soit votre business, est vraiment un point fondamental pour la durabilité de votre entreprise et pour son succès. Le deuxième axe concerne l'environnement. Donc, il s'agit de respecter l'environnement et lutter contre le changement climatique. Il est décliné dans un premier volet qui concerne nos impacts directs. Quels sont la production de déchets, les émissions de carbone, et ainsi de suite, directes de la TGI Wafa Bank. Nous sommes une société de service, donc on n'a pas de process industriel lourd qui dégage, par exemple, des fumées toxiques ou ce genre de choses. Donc, on n'a pas un impact énorme de ce côté-là. Ceci dit, il est important de le mesurer, de mettre en œuvre le maximum d'actions pour le réduire. Mais nous avons surtout beaucoup d'impact à travers nos financements et nos clients. Et c'est pour ça qu'accompagner la croissance verte, et donc favoriser le financement des projets d'efficacité énergétique, de production d'énergie renouvelable, est vraiment un axe majeur de notre politique RSE et de notre politique environnementale, puisqu'il s'agit de promouvoir cette croissance verte. Et d'ailleurs, ça va en accord avec les engagements nationaux lors des accords de Paris, la taxe carbone de l'Union européenne, etc. Ça nous permet aussi d'être conformes aux exigences de ces accords ou organisations, et ainsi de suite. Et de même, de mieux accompagner nos clients sur ce volet. Le troisième volet concerne justement la conduite des affaires et la relation avec les parties prenantes. Donc les parties prenantes qui sont en fait toute une cartographie à 360 degrés. Ça va du régulateur, donc Mareb, qui définit donc le cadre de notre activité. Il peut y avoir des autorités de régulation autres selon les secteurs, les fournisseurs, les clients, la société civile au sens large, le milieu universitaire, les collaborateurs, qui sont vraiment une partie prenante essentielle aussi de la banque. Donc, l'exemplarité dans les relations avec ces parties prenantes est vraiment un élément très important. Ici, il se traduit par des engagements en faveur de l'éthique et de la déontologie, des relations avec les collaborateurs, donc le côté ressources humaines, si on peut dire, et aussi donc par le fait de mettre en œuvre une politique d'achat responsable. TGI Wafa Bank a d'ailleurs adopté une charte d'achat responsable qui décrit ses engagements envers ses fournisseurs, mais également les engagements des fournisseurs envers la banque. Ces derniers fournisseurs d'ailleurs sont invités à signer cette charte pour pouvoir pratiquer, donc pour pouvoir faire partie de notre pool de fournisseurs. Et il inclut également donc, tous nos engagements qui nous permettent d'avoir des délais de paiement qui sont très rapides, de s'assurer d'éviter la dépendance envers un fournisseur ou un fournisseur vis-à-vis de nous, et ainsi de suite. Enfin, le quatrième axe de la politique RSE de la banque concerne donc justement la société civile. Il s'agit de s'engager auprès des communautés de la société civile, puisque au-delà du côté relations d'affaires, une grande organisation financière, comme une grande banque comme TGI Wafa Bank, est vraiment un acteur important de la société, et il a un rôle à jouer au-delà de sa mission principale qui est de financer l'économie, mais il s'agit aussi de promouvoir le bien-être et le développement des communautés et de renforcer les échanges avec la société civile, ce qui se fait par des programmes en fait de démocratisation de l'art et de la culture, par des cycles de conférences qui sont organisés par le pôle dialogue de la Fondation TGI Wafa Bank, et également donc, tout le soutien aux associations, notamment dans le monde étudiant, qui est d'ailleurs un des leviers principaux ou des axes principaux de l'action de la Fondation TGI Wafa Bank, qui est vraiment le fer de lance de cet axe de notre politique RSE. Enfin, je reviens à pourquoi avoir adopté une politique RSE. On a vu que
les entreprises y étaient de plus en plus invitées, presque forcées, ou fortement invitées, si on peut dire. Mais il y a vraiment aussi un intérêt réel et fort à adopter une démarche RSE. Quels sont ces intérêts? Le premier, c'est une meilleure connaissance des clients. À travers justement les échanges avec les parties prenantes que j'ai citées un peu plus tôt, une meilleure connaissance des clients va permettre justement d'avoir des produits et services qui sont plus pertinents, de faire des ajustements en cours de route si besoin est, de s'adapter au contexte, à la concurrence et ainsi de suite. Un autre volet qui est très important, là je parle en tant que banquier, mais c'est l'accès au financement. Donc, le secteur financier est un secteur qui est fortement, comment dire, impacté par les réglementations environnementales, sociales, gouvernance, ESG ou RSE. Et donc, on est également un secteur qui est très régulé. Donc, toutes les contraintes qui se portent sur nous, nous devons, entre parenthèses, les répercuter sur nos clients. En tout cas, nous sommes obligés de collecter une information de plus en plus fine sur nos clients et de nous assurer qu'ils ont de bonnes démarches donc RSE. Mais en tout cas, par exemple, je reviendrai sur le volet des risques, mais qu'ils ont une gestion des risques environnementaux qui est satisfaisante. Et ça devient maintenant une condition du financement. La plupart des entreprises faisant appel donc au financement bancaire, ça va devenir corrélé ou conditionné à une démarche RSE correcte, ou en tout cas une prise en compte des enjeux ESG. Au-delà de juste l'accès au financement, donc la conformité réglementaire dont on a parlé un peu plus tôt, il s'agit non seulement de suivre ou de se conformer à la réglementation existante, mais l'anticipation de cette réglementation, je pense que Clément d'ailleurs l'a cité aussi un peu plus tôt, est un élément important puisque anticiper donc, ces évolutions va permettre à une entreprise d'être plus réactive, plus résiliente, peut-être de prendre un temps d'avance sur ses concurrents qui n'ont pas du tout anticipé et qui ont de lourds chantiers à mettre en œuvre juste pour rester dans le rythme de l'évolution réglementaire qui s'accélère donc dans ce contexte de changement climatique et qui devient de plus en plus présente. Il y a aussi le volet gestion des risques. Donc, je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, il y a la gestion des risques qui peuvent être environnementaux, sociaux, climatiques. C'est aussi une façon de protéger la durabilité et la résilience de votre entreprise. La protection contre un risque environnemental que la banque, ou en tout cas la mesure des risques environnementaux que votre financier vous demanderait de réaliser, c'est intéressant, ça vous permet d'accéder au financement. Mais si vous identifiez des vrais risques importants réels, ça vous permet aussi de vous en prémunir et de prendre conscience de risques qui échappaient au scope ou à la vision qui était jusque-là, qui existait jusque-là. Enfin, il y a aussi un aspect image de marque, puisque que ce soit vis-à-vis des clients, mais également des collaborateurs, des recrues potentielles que vous souhaitez attirer dans votre entreprise. Les jeunes étant de plus en plus sensibles donc, à la RSE et à ces thématiques, c'est également un facteur de distinction vis-à-vis d'autres entreprises du même secteur et d'attractivité, donc encore une fois, vis-à-vis de toutes ces populations. Et enfin, ça permet aussi d'identifier déjà, et puis aussi de profiter, de bénéficier de nouvelles opportunités d'affaires, puisqu'il y a toute une série de nouvelles séries d'activités qui émergent dans le cadre de l'évolution du contexte RSE de manière générale et du changement climatique. Et le changement climatique, par exemple, peut impacter certaines activités en réduisant leur taille, voire peut-être dans le futur faire disparaître certains métiers, peut-être, mais également de nouveaux qui vont surgir, ou les métiers existants, les activités existantes qui vont évoluer. Et c'est une opportunité à saisir pour ceux qui sauront les identifier le plus tôt possible et en profiter. Donc voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup, Mehdi, pour ton intervention. Moi, j'ai une question sur le chat. Est-ce que l'engagement RSE doit-il être matérialisé par une certification? Est-ce que les critères RSE sont les mêmes en France qu'au Maroc? Deux questions, si tu peux répondre sur le... Bien sûr. Alors, les critères sont les mêmes de manière générale, puisque pour se référer, par exemple, à la norme 26000 ou les ODD, d'ailleurs, les objectifs de développement, ou tous les référentiels, en fait, listent les mêmes enjeux fondamentaux. Donc, les critères sont les mêmes partout dans le monde.
bien sûr, quand on parle il y a des spécificités locales, justement. Ce qui diffère, c'est pas les critères, mais c'est comment ils vous concernent selon votre géographie, puisqu'aujourd'hui, on parle de la question portée sur la géographie, mais ça peut être aussi le secteur d'activité et autres, comme on a mentionné. L'autre question, est-ce que la RSE passe par les certifications? Il me semble que c'était le point qui était la Oui, question, oui, n'est-ce pas? oui, oui. Pas nécessairement. Les certifications, en fait, servent un peu à démontrer, à couronner des efforts dans un domaine, mais c'est très variable. Vous pouvez tout à fait avoir une démarche RSE complète, riche, sans aucune certification. D'ailleurs, je ne pense pas que LGA of Bank, on a un certain nombre de prix dont on se félicite, bien sûr, à chaque fois qu'on les obtient, on a ce genre de distinction. Mais nous n'avons pas d'ailleurs de certification RSE d'un organisme X ou Y à ce jour. Et pourtant, nous avons une démarche RSE qui est relativement avancée par rapport, de par nos tailles, forcément, etc., donc par rapport à d'autres entreprises. Merci beaucoup, Mehdi. On va revenir aux questions. Moi, j'ai un début de réponse à la Sophia Argui qui a posé une question. Elle dit si on associe RSE et performance économique et surtout à la lumière de la crise économique actuelle, comment est-ce que les entreprises peuvent assurer leur compétitivité économique en maintenant leurs pratiques RSE? Moi, j'ai un début de réponse à la Sophia. Je ne sais pas si vous m'écoutez. C'est que moi, c'est l'inverse. Moi, je vous pose l'effet miroir. Ça veut dire, et si on enlevait la RSE finalement et on était dans la difficulté? Parce que ce qui est difficile, le quotidien d'entreprise, il ne va pas changer. Il est ce qu'il est. C'est des jours difficiles, c'est des jours sans, c'est des jours avec. Mais quand vous essaimez les pratiques RSE, quand elles sont mises en place, quand vous mettez des pratiques de déchets, d'environnement, des facilities, par exemple, un exemple simple, dans une entreprise, on mutualise une imprimante au lieu d'avoir des imprimantes individuelles, on éteint l'électricité, on fait des actions, on incube tout ça. Je nous vois mal, par exemple, si on est dans la difficulté, on va se dire, ça y est, on va dégrader la RSE, on va laisser de côté pour finalement aller vaquer parce on doit être d'abord compétitif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Je cède la parole à Clément pour rebondir sur ce sujet. Merci Kamel. Bah, écoutez, pour répondre à cette question, j'ai envie de dire dans la continuité de ce que Mehdi a présenté, c'est qu'une stratégie RSE, elle se développe, elle se met en œuvre par étapes. Ça, c'est la première chose. Ça peut, d'un point de vue pratico-pratique, ça peut être très simple. Ça peut être en effet désigner un référent au sein de ses équipes sur ces questions-là. Mais au tout départ, et je pense que ça nécessite pas forcément de moyens. Et je pense que ce qui est vraiment clé et au tout départ d'une stratégie RSE pertinente, c'est la volonté et c'est la vision du dirigeant ou de la dirigeante sur ces questions-là. C'est ça qui va impulser et qui va impulser le reste de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, il faut commencer par ça. Et je pense qu'en effet, il existe énormément de ressources gratuites déjà pour monter en compétences, pour en apprendre un petit peu plus, de référentiels aussi nationaux ou même internationaux. Tout à l'heure, on a évoqué les objectifs du développement durable des Nations Unies. Eh ben, c'est un super outil parce que c'est vraiment un langage pour moi universel autour du développement durable. Et rien qu'en les passant en revue, rien qu'en les lisant ou en allant chercher des ressources dessus, ben, on comprend déjà, on comprend c'est quoi les grands enjeux clés de durabilité. Ça vous permettrait du coup, de créer les connexions entre votre activité et ces idées-là. Donc, dans un premier temps, ça génère pour moi pas forcément de, de coût. En tout cas, c'est possible de s'intéresser à la question en étant curieux Puis, ou en sachant où chercher de l'aide. puis il y a un continuum pour Sophia. Il y a aussi Louel Zazi qui pose une question. Est-ce que pour un projet d'ouverture capital IPO, donc est-ce que la mise en place de la RSE est obligatoire? Je pense que c'est un prérequis. C'est important, on l'a dit tout à l'heure, c'est un passeport pour vous à l'international et même pour tout ce que vous faites. Ce que disait Mehdi, on va revenir à ces questions sur le financement. Vous faites des investissements, vous faites des crédits, des Bien closings. sûr. Donc, on voit des PIPF, des programmes d'investissement, et puis Mhm, après, on voit des contrats qui sont de moins en moins léoniens. Un contrat léonien, c'est un contrat qui avantage outrageusement une partie au détriment de l'une ou des autres.
Donc, même les contrats PME sont plus équilibrés. Et donc, il y a un article sur les ratios, les covenants, le fonds de roulement, ou la non-distribution des Sûr. dividendes, ou des choses comme ça, ou l'équilibre. Mais vous aurez aussi des articles, un article spécifique aux actions RSE, aux actions ESG, et sur lesquels vous serez engagé, mais vous serez engagé dans le bon sens. C'est d'abord dans l'intérêt de l'entreprise. Et aujourd'hui, pour revenir sur ce sujet, parce que tout à l'heure, euh, Clément et puis il m'a dit, on parlait pour faire référence à la COP, à la COP au niveau des COP. Aujourd'hui, il y a une COP 28 dont les travaux sont en cours à Dubaï. Et c'est la même chose. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Ça veut dire que ce sont des sujets que tout le monde prend à bras le corps. Mais l'entreprise a son mot à dire. Il faut vraiment qu'elle avance sur ces sujets, qu'elle donne l'exemple. Moi, je vais revenir sur des questions pour Clément. Clément, il y a une question importante, une question importante qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on a une entreprise robot? Ça veut dire un profil type d'une entreprise qui réussit plutôt qu'une autre. C'est vrai que, compte tenu de ce que tu vois, est-ce que c'est le top management? Est-ce que c'est les moyens? Est-ce que c'est la conduite de changement? Ça veut dire qu'on a suffisamment embordé. C'est très important. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, est-ce que le chantier RSE, on l'a dit et répété, peut être approché comme un véritable conduite de projet? Ça veut dire que je mets des équipes, franchement, ça devient vraiment un véritable projet d'entreprise. Est-ce que ce sont pour Clément et pour Mehdi, Mehdi, pour toi, une question importante. On a parlé beaucoup de l'humain et son rôle dans la contribution de la valeur au niveau de l'institution. Aujourd'hui, tenons compte de ton expertise. Comment travailler finalement, comment aborder le capital humain et pour abolir ces frontières finalement et partir finalement de l'idéation à la contribution. On commence vraiment de l'idéation, je comprends par une boîte à outils, une boîte à idées, pardon, jusqu'à franchement la concrétisation, même des Fab Labs ou des choses comme ça. Ça, c'est la première question, elle m'a dit. Puis une deuxième question, est-ce que vous faites des écoutes, sondages de vos partenaires pour recueillir leurs retours, leurs impressions? Et une dernière question, est-ce que la RSE ouvre le champ à d'autres projets pour le groupe? Finance durable, responsable, tu l'as dit tout à l'heure. Et tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se mettre en place, par exemple pour le groupe Tijari Wafaban, que les contrats pour les clients vont tous dorénavant intégrer cette composante environnementale ou RSE d'une manière générale. Merci. Donc. Prenez-la. Clément, tu peux Euh, commencer? Ou Non, non, Mehdi, comme vous voulez. je t'en prie, Mehdi. J'ai répondu à la dernière question. On va alterner par. alors, pour revenir sur la première question qui concernait un peu quelles sont les étapes dans la mise en place du démarche RSE, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Bien sûr, il y a, ça a été mentionné un peu plus tôt, c'est déjà de désigner une personne en charge de ces questions. Puisque si c'est le travail de personne, probablement que personne ne va le faire. Ça, c'est une première chose. Maintenant, cette personne, d'ailleurs, n'a pas nécessairement n'a pas besoin d'être un expert en RSE, surtout si vous êtes au démarrage de votre démarche, puisque ça, c'est pas réaliste, si on peut dire. Mais c'est une personne, donc déjà, qui doit avoir une bonne connaissance des processus de l'entreprise et justement qui peut commencer à intégrer ces questions dans cette thématique. L'un des autres leviers, ça serait pour nous, en tout cas, ça commence par adopter une politique RSE. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le socle fondateur. On décide on prend un engagement public et on l'identifie. Enfin, tout ça, bien sûr, après avoir identifié les enjeux matériels fondamentaux pour l'entreprise. Mais c'est le moment où on dit, OK, maintenant, on sait quels sont les sujets qui sont importants pour nous en termes de RSE. Voilà comment on compte les aborder. Ça permet donc justement de la reddition de comptes, entre guillemets, envers les parties prenantes. Et c'est un cadre qui guide l'action. Donc moi, je dirais, c'est déjà identifier une personne, faire une écoute des parties prenantes, une identification des enjeux, exprimer un engagement ou une vision sur ces sujets, qui se décline après en feuille de route et finalement en plan d'action et en projet tout au bout de la chaîne. Tout ça, bien sûr, sur la durée, avec les moyens disponibles pour l'entreprise.
Il y avait un autre point, je crois, que vous avez abordé, qui est est-ce que ça commence à se matérialiser maintenant de manière contractuelle ou de manière... Exactement. Oui. Exactement. Alors, ça va arriver vraiment incessamment, j'allais dire cet après-midi, même pas demain, mais oui, à très très court terme. Les crédits seront conditionnés à une évaluation des risques environnementaux et sociaux. Donc ça, il faut le savoir. Bon, il y a une communication officielle, bien sûr, qui sera faite quand ça débutera pour justement expliquer à tous nos partenaires pourquoi cette démarche et comment elle se met en œuvre. Mais oui, c'est tout à fait réaliste, crédible et c'est même pour très bientôt. Vous pourrez voir l'intégration d'éléments contractuels vis-à-vis de thématiques RSE. Tu as répondu Et à une j'en- question de Mehdi parce que là, j'ai vu, est-ce qu'on doit faire appel à un expert? Je suppose que c'est de l'advisory, ça veut dire est-ce qu'il y a, pour une PME, parce qu'il y a toujours un coût, hein, les PME Bien versus avec sûr. les moyens et tout ça. Est-ce que, une question aussi que je pose à Clément et Mehdi Mhm. aussi, est-ce qu'il y a des actions à 0 dirham ou à 0 euros? C'est-à-dire que c'est-à-dire que avec la bonne volonté, il y a toujours un T égale 0. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut d'abord commencer par faire d'abord? Et ne plus faire, justement, des choses qu'il ne faut plus faire. Parce que les gens, dès qu'on parle d'une perception, on imagine le CAPEX, les coûts et tout ça. Peut-être qu'il y a aussi des actions à 0 dirham et à 0 euros. Je te cède la parole, Mehdi, je m'excuse. Plaisir. Non, il n'y a pas besoin de recruter un expert ni in-house, c'est-à-dire dans l'entreprise, ni de faire appel à un consultant RSE dans un premier temps. Bon, bien sûr, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si vous êtes un grand groupe industriel qui a un grand chiffre d'affaires et que vous n'avez pas encore abordé ces questions, il faudrait s'y mettre déjà. Effectivement, peut-être là, vous avez les moyens et le besoin de faire appel à un cabinet d'experts, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Je vous donne juste un exemple la mesure de l'empreinte carbone. Donc, puisque le carbone, c'est vraiment un enjeu fondamental maintenant dans les thématiques RSE, donc avec le changement climatique, qui commence vraiment déjà à peser, à avoir des impacts économiques sérieux. Euh, Avoir fait la mesure de votre empreinte carbone est un élément vraiment attractif vis-à-vis de votre financier et de votre banque. Nous, si on a un client qui vient, qui a déjà fait son bilan carbone, on est très content et c'est un bon client, intéressant. Euh, la mesure d'une empreinte carbone, bon, c'est un petit peu technique, mais il y a des outils gratuits qui sont mis à disposition par plusieurs sources. Je vais citer une source marocaine puisque pour cet exemple, mais je suis sûr que Clément pourra citer d'autres sources internationales en Europe, en France, etc. Mais la Fondation Mohamed VI pour l'environnement met à disposition un outil de mesure des émissions de gaz à effet de serre avec une formation associée, entièrement gratuite. Et donc, voilà, et pour le coup, c'est pas une petite action, c'est vraiment quelque chose un sujet Excellent. fondamental et un gros Bravo. enjeu. Je finirai juste par répondre à une dernière question que j'ai vue sur le chat avant de Vas-y, passer vas-y, Mehdi, le vas-y. Comme micro ça, on à sait. Clément. Ok. C'était est-ce que pour une IPO, il me semble avoir vu ça un peu plus haut, excusez-moi, je Oui, me suis oui. défini une question, est-ce que c'est nécessaire pour une IPO? Alors oui, si vous souhaitez entrer en bourse, il faut avoir une démarche RSE. Là, c'est sûr que vous n'y coupez pas parce que vous rentrez déjà dans un groupe plus réduit de plus grands groupes et entreprises, si on peut dire. Et il y a un guide de l'AMFC, donc l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Donc il y a un guide RSE de l'AMFC qui décrit les exigences de l'AMFC vis-à-vis des entreprises cotées en bourse sur ces thématiques RSE, notamment en termes de reporting, mais autres. Oui, Merci. là, dès qu'on parle d'entrée en bourse, il y a des Merci. obligations. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup. Plaisir. Clément, la parole est à toi. Merci. Oui, non, mais de toute Vas-y, Clément. façon, moi je vais juste déjà je suis 100% d'accord avec tout ce qu'a dit Mehdi sur les prérequis, juste réinsister sur l'importance du mandat qui est donné par le dirigeant ou la dirigeante à ces questions-là. C'est vraiment déterminant qu'en fait tout part du sommet et c'est le dirigeant ou la dirigeante qui va donner le mandat à ses équipes ou à la personne en charge de ces questions-là de vraiment bouger les lignes. En effet, je pense que dans beaucoup d'entreprises, il peut arriver que le dirigeant ou la dirigeante se dise, bon, bah, on va mettre en place une stratégie RSE, on embauche quelqu'un, mais non, il ne faut pas que ce soit trop contraignant, ou voilà, ou sans parler de greenwashing, évidemment. Et du coup, c'est là qu'on voit une stratégie RSE peut-être un petit peu bancale, voire cosmétique. Donc vraiment, j'insiste sur le point de départ qui est la vision du dirigeant et vraiment la volonté de mettre ça en place.
Concernant l'intégration de ces critères-là dans la documentation contractuelle, oui, 100% d'accord, c'est clair et net. Si je prends juste l'exemple de nous, par exemple, de notre côté, ben, comme expliqué, ce sont des critères qui sont intégrés au pacte d'actionnaires dans le cadre de nos investissements. Et en effet, de manière générale, les organismes financiers vont conditionner leurs produits et leurs services à soit des évaluations, on va dire ESG globales, ou soit à des sous-sujets. Si je prends un exemple simple, en France, par exemple, on a une loi autour de la mixité en entreprise, dite la loi Rixin, pour pousser la mixité au sein des entreprises. Et ben nous, BPI France, on a eu l'obligation de conditionner nos financements et nos Bravo. interventions en fonds propres au partage de ce qu'on appelle un index d'égalité professionnelle. Donc voilà, Excellent. ça c'est un exemple concret des évolutions qui peuvent vous attendre. Ben, j'espère qu'au niveau de la PME aussi, que ce sont des choses qui vont arriver. Mm. Franchement, c'est une bonne chose parce que c'est un sujet qui est porté aujourd'hui par vous, par un peu, même au niveau C'est mondial. Je vrai. suis en train de, c'est un sujet vraiment de cette mixité, puis, mais qui se pose avec acuité, peut-être au niveau Mm, mm. africain, au niveau des pays, tout ça. Moi, je le vois un petit peu. Et puis, il y a beaucoup d'actions dans ce sens qu'il faut encourager, à mon avis. Après, je rajouterai juste une chose, et là je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Par contre, nous, notre enjeu, je pense pour des institutions comme Attijari Wafa Bank ou même BPI France, c'est de ne pas aller trop vite. Pas aller trop vite, trop loin. Parce qu'en effet, c'est là qu'on risque de perdre les contreparties et de les écraser de questionnaires, d'obligations et Mhm. tout. Donc c'est vraiment un petit jeu d'équilibriste parfois. Je ne sais pas si Il tu es faut être d'accord avec moi, Mehdi. pratico-pratique, C'est Clément. Il ça. faut être pratico-pratique. Et Bien puis, sûr, il faut se mettre à il la faut prendre place le des goût. entrepreneurs. Et puis, les personnes qui sont avec nous, comme un projet, on a parlé d'un projet, le prendre par les bouts et tout ça, mais le rendre à taille humaine, commencer crescendo, ne pas tout vouloir faire en même temps, comme m'a dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut prendre peut-être quelques années, mais l'essentiel, c'est que, comme la roue de Deming, quand on faisait la démarche qualité, on commence, et puis à un certain moment, quand on arrête, bon, on met une cale pour ne pas régresser, puis on avance, on consolide et on affine, je pense. Tout à fait d'accord. Et puis, quel est le profil type d'une entreprise qui réussit son passage de la RSE? Est-ce que c'est qu'elle a, parce qu'elle a une ADN déjà, elle a des process qui tournent, elle a des choses, elle a de la data, de la culture data, il y a un CRM, il y a une connaissance client, il y a une profondeur, ou alors, je ne sais pas moi, quel est le profil type d'une entreprise, d'une PME qui réussit son passage au niveau de la RSE? C'est C'est une question très très difficile. Je pense qu'on pourrait prendre 2 heures pour y pour, répondre. Moi, pour juste très une très rapidement, à titre personnel, je vais vous donner le nom on va dire, de mon entreprise modèle en matière de RSE, c'est Patagonia. La marque de vêtements Patagonia qui, depuis sa création, avait vraiment l'ADN dans son, enfin vraiment le développement durable dans son ADN et a toujours développé ses activités autour de ces valeurs-là. Bon après, tout le monde tout le monde ne peut pas être Patagonia évidemment, mais je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font en la matière. C'est Mais bien excellent, sûr, c'est excellent. Et pour Tu m'as revenir sur dit? ce point, je vais reprendre comment dire, quelque chose que Clément a déjà dit. Le profil type, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un point commun, c'est d'un dirigeant qui est engagé sur ces questions. Donc Très ça, clair, peut-être, c'est très clair, quelque chose très qu'on peut clair, très retrouver clair. Ça veut plus dire que commun. le code PIN, le premier code PIN, c'est d'abord le top management, c'est l'implication du board. oui, C'est ça le clairement. premier? C'est indispensable, en tout cas, pour Bravo, avoir une bravo, c'est démarche excellent, c'est excellent. réussie. En tout cas, merci beaucoup pour conclure. Donc, Mehdi, je te cède la parole pour une conclusion et je cède la parole à Clément. Un mot de conclusion? Oui, tout d'abord, merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et encore une fois, donc moi, je vais juste répéter un peu, revenir sur mes messages. C'est la RSE, donc personne n'attend d'une entreprise qu'elle mette en place une démarche vraiment complète de manière accélérée. Il s'agit vraiment d'identifier ce qui est important pour vous,
Par contre, c'est indispensable et vous y avez intérêt. On vous invite vraiment à entamer ce chemin. Merci beaucoup, Clément. Bah, écoutez, juste pour conclure, déjà, bien sûr, vous remercier encore une fois tous, Attijari Wafa, Kamel, pour l'invitation. C'était vraiment hyper intéressant. Et pour les participants, bah, juste un dernier message, c'est qu'en fait, souvent, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez déjà des activités ou des initiatives qui relèvent de la RSE sans s'en rendre compte. Donc, en fait, Eh ben, on est déjà plus ou moins tous comme concernés. disait C'est juste. Jourdan, on fait de la proue sans le savoir. Exactement, donc c'est prendre le recul nécessaire pour voir qu'est-ce qu'on fait déjà de bien, qu'est-ce qu'on et identifier, et ça rejoint ce que dit Mehdi, hein, identifier, les axes d'amélioration, dans un Ben, premier temps. merci. Merci beaucoup, Mehdi. Merci, Clément, pour vos C'est moi. participations. Merci aux participants d'avoir pris votre temps. Et bon courage pour la fin d'année, parce que nous sommes quasiment à 3 semaines de la fin d'année. Je sais que c'est des, que c'est des bouclages de fin d'année. Donc, en tout cas, nous avons été ravis de partager avec vous sur ce sujet ô combien important, hein. La RSE, elle est indissociable de ce que vous êtes en train de faire. Je sais que vous êtes, je m'adresse aux entreprises, vous êtes vraiment titillé sur beaucoup de sujets. Vous êtes au carrefour de beaucoup de choses. Mais la RSE doit être aussi un dénominateur commun de ce que vous faites. Donc, intégrer la RSE dans tout ce que vous faites. Et merci. Merci à Anne de nous avoir accompagnés. Merci à Tijeli Wafa Bank, réseau entreprise, marché d'entreprise, pardon, et BPI France de nous avoir accompagnés sur ce sujet. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, début de l'année prochaine pour un nouveau Très bien. cycle de webinaire. Merci beaucoup, Mehdi. Merci, Clément. Merci beaucoup, bonne Merci. fin de Merci. journée. Merci. Au Très revoir. Merci. bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.